Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma tous les deux seulement aujourd'hui. Bonjour Maxime. Petite équipe, bonjour Anne. Petite mouse, mais costaud. Mouse costaud, comme disait Mickey Mouse. Alors, qu'est-ce que vous avez vu, cher Maxime? Alors, je suis allé voir deux films qui viennent de sortir, deux films américains. Et néanmoins pas inintéressant. Alors, je commence par celui qui est derrière vous, ma chère Anne, qui s'appelle Get Out, littéralement va-t'en ou même dégage, qui est, disons-le tout net, une sorte de film d'horreur, mais d'horreur soft. Bon. Pas, sans monstres, sans aliens, etc. Alien, on fera ça la semaine prochaine. Oui, je compte sur vous. C'est donc l'histoire d'un jeune homme, qui est ce jeune garçon qu'on voit là, qui est un photographe, semble-t-il, de génie, en tout cas dans le film de génie. Oui. Qui sort avec une jeune fille, très jolie, très belle, très sympathique. Ils sont amoureux et au bout de quelques mois, elle l'emmène en week-end dans sa famille, au fin fond de la cambrousse américaine. Et donc il arrive chez ces gens. Le père est neurochirurgien, la mère un peu psychiatre, enfin, famille un peu bizarre. Il se sent clairement pas très à l'aise. Et il y a deux domestiques qui ont l'air d'être à des années-lumière, qui sont tous les deux noirs également. Un qui, en gros, taille des bûches et s'occupe du jardin, et une autre qui s'occupe de la maison, et qui a l'air d'être un peu débile mental. En tout état de cause, leur comportement semble assez déconcertant. Et puis, le soir de leur arrivée, les parents disent à la fille « Mais te souviens-tu que demain, c'est la fête familiale annuelle, etc. etc. » Et elle fait semblant, bien entendu, d'avoir oublié, puisqu'elle est beaucoup trop gentille pour être évidemment la vraie gentille, et qu'en vrai, c'est la vraie méchante. Hein. Mais ça, on le découvre au gré du film. Et du coup, arrivent des gens qui sont tous extrêmement bizarres et qui regardent ce jeune homme d'une façon très bizarre. Certains le touchent, d'autres lui font des compliments. Enfin, il est vraiment au centre de l'attention, un peu comme une marchandise qu'on achète. Et clairement, il se sent très mal à l'aise jusqu'au moment où il voit un autre jeune garçon noir également, qui vit vraiment d'une façon très étonnante. Et il va le prendre en photo, et au moment où la photo se déclenche, cet autre garçon se met à saigner du nez et à se jeter sur lui en lui disant « Va-t'en, 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 va-t'en » d'une façon très agressive. Donc il se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là » D'où le titre « Dégage ». Qu'est-ce que je fais là? Qui sont ces gens? Et alors attention, je révèle une partie de l'intrigue. Et en fait, le film va décoller à ce moment-là vraiment. Et en fait, il se rend compte que tous ces gens veulent le tuer, en réalité récupérer un bout de son cerveau, puisqu'ils ont inventé une technique qui permet de greffer le cerveau de quelqu'un chez quelqu'un d'autre. Et du coup, que ce quelqu'un d'autre aurait pu, si je veux dire, accumuler ses talents, notamment ses talents artistiques. Donc il va être la victime qu'on va essayer d'immoler. Alors évidemment, un peu comme le sacrifice d'Isaac, si vous voulez, le Seigneur va intervenir, il va réussir à se libérer, à tuer tous les méchants, et il s'en sortira. Bon, en soi, le schéma est assez classique. Ce qui est intéressant, c'est que d'ordinaire, dans ce genre de film, on a le gentil qui arrive, et puis tout le monde essaye de le tuer, il s'en sort et c'est une boucherie. Là, les choses sont faites de façon beaucoup plus subtile, puisqu'en fait, 80% du temps du film, c'est un temps où il ne se passe pas d'action sordide, on ne voit pas de sang qui coule, mais où il est mêlé à ces gens-là et en fait il prend conscience de façon très progressive de ce qui est en train de lui arriver sans véritablement être capable de mettre les mots sur la chose. Donc on est dans une dimension totalement psychologique qui fonctionne très bien. Et en fait, on se rend compte que c'est pas tellement une question de noir ou pas noir, que c'est simplement des gens qui veulent. Alors la plupart sont noirs, mais ça n'est pas totalement ça. Pour la propagande, il fallait que les méchants évidemment, soient blancs. Il y a une part de propagande, et c'est vrai que les victimes sont tous des noirs, les blancs qui ont l'air très gentils sont en fait des méchants. C'est peut-être le reproche qu'on peut dresser au film. Ils ont toujours découpé d'ailleurs le cerveau des noirs. N'exagérons rien non plus, mais c'est vrai que c'est le biais du film. Néanmoins, d'un point de vue psychologique, ça fonctionne très bien. Voilà, on se laisse prendre du début à la fin par ce film, qui est dans sa catégorie, pour moi, un très bon film. Vous m'étonnerez toujours, Maxime, dans le choix de vos films. Et braquage, alors, à l'ancienne. Attention, braquage à l'ancienne. J'aime bien l'idée braquage à l'ancienne. Oui, alors pourquoi braquage à l'ancienne? Puisque vous savez qu'il y a beaucoup de films de braquage. On en a vu depuis 70 ans, on en a vu des vertes et des pas mûres. Surtout vous, depuis 70 ans. Pas seulement moi, mais oui, c'est un classique du genre. Oui. Et en fait, il y a toute une série de films qui se sont appelés braquage à l'italienne, etc. etc. Oui. Et donc là, ça s'appelle, par allusion à ces films-là, braquage à l'ancienne. Alors, je vous donne mon avis tout de suite sur le film. C'est un film
assez savoureux, qui est porté en fait par 3 acteurs, dont Morgan Freeman, qui sont d'excellents acteurs, qui sont des vieux messieurs. Le film dure 1h30. C'est la bonne durée, je veux dire, davantage aurait été de trop. C'est plein d'humour, plein de fantaisie, plein de bons sentiments qui dégoulinent aussi, évidemment. Mais dans sa catégorie, c'est un film agréable, gentil, qui fait du bien. Voilà, les gentils gagnent contre les méchants. C'est un bon film distrayant, qui fait plaisir et surtout qui ne fait pas la part belle à la violence. Parce qu'en général, dans ces films de braquage, vous avez des gens plus ou moins gentils, des morts. Là, il n'y a pas de mort. Hein, et même pendant le braquage, il y a un des vieux messieurs qui manque en fait de tomber. Il va plus ou moins être recueilli par une de ses victimes, qui est une mère de famille japonaise ou sino-américaine, avec sa petite fille. Et en fait, la petite fille va comprendre que c'est un grand-père. Et au moment où la police va l'attraper et la petite fille va être prise pour témoigner, pour dire, voilà, c'est lui, elle dit non, non, il n'est pas là, je ne le reconnais pas. Parce qu'elle a compris qu'en fait, c'était un grand-père qui faisait ça pour aider sa famille. Et donc, en fait, c'est très joli. Voilà. C'est vraiment des gentils. D'ailleurs, ils braquent avec des balles à blanc. Donc, en fait, l'histoire est simple. On suit 3 grands-pères qui sont copains dans la vie et qui vivent leur petit bout de chemin. Et le premier des 3, qui va être le leader, en fait, se rend compte que sa pension n'est plus versée et que sa banque est en train de lui voler sa maison. Et puis, on comprend un petit peu plus tard qu'en fait, le fonds de pension qui gère leur banque est liquidé et qu'ils n'ont plus de retraite. Donc, c'était un braquage de nécessité. Et donc, en fait, ils vont décider, et que c'est la banque en question qui gère ce fonds de pension. Donc, ils vont décider d'aller récupérer leur X années de vie de retraite de façon à récupérer leur dû, si j'ose dire. Et donc, d'aller braquer cette banque. Donc évidemment, braquer une banque, c'est pas si simple que ça. Donc ils vont s'entraîner, trouver des alibis. Enfin, tout ça fonctionne assez bien. C'est vraiment plein d'humour avec des personnalités assez truculentes. Et ils vont, donc, comme je l'ai dit, réussir leur coup et s'en sortir, et à la fin même atteindre une position plus avantageuse, parce que l'un va trouver l'amour, un autre qui a une insuffisance rénale va réussir par un de ses amis à avoir un nouveau rein et se rapprocher de sa famille. Bref, c'est une sorte de happy end généralisé qui a forgé une amitié. Finalement, c'est un film qui, je dirais, fait du bien. Vous nous donnez envie. Merci, Maxime. Alors moi, je voudrais avertir les téléspectateurs qu'il sort en ce moment un film qui s'appelle La Rébellion cachée et qui est en fait sur le génocide franco-vendéen, qui est un beau film. Il y a eu d'autres films, mais plus amateurs. Celui-là est un véritable film. Avec des acteurs que je connais et qui sont des grands acteurs, notamment Clémentine Stepanov, qui est une fort jolie fille et qui est une actrice que l'on voit au Théâtre du Nord-Ouest, Martin Delavenne, Damien Ricourt, Christophe Laflaquière, et c'est un film de Daniel Rabourdin, mais La Rébellion cachée, nous allons faire venir le réalisateur. Et c'est un vrai grand sujet. C'est un vrai grand sujet, bien évidemment. Et tant que ce génocide ne sera pas reconnu puisque c'est la mode, les excuses de la République, il n'y aura pas de vie possible. Mais là, par contre, République. je pense qu'il n'y aura pas d'indemnité compensatoire, parce que vous savez que Cécile Duflot vient de proposer des indemnités, notamment que la France rembourse la rançon d'Haïti de 1825, 90 millions de francs à l'époque. Si, elle l'a proposé cette semaine. Donc pourquoi pas non plus rembourser. Pourquoi pas les Vendéens. Mais ça, je pense que dans ce cas-là, ça n'arrivera pas. Non. Avant de nous quitter, j'aimerais vous rappeler un gentil film des années 80. Vous savez que j'aime bien les anciens films, qui s'appelle Pour 100 briques, t'as plus rien. Alors c'est un film du Splendide, hein, donc c'est un film qui est parfois en dessous de la ceinture, mais qui a une histoire de braquage de banque. Oui. Voilà. Et qui se donne en ce moment ? Oh non, mais qu'on peut retrouver très facilement. Pourquoi je choisis celui-là ? Parce que c'est un film français et qui surtout a un scénario qui est totalement abracadabrantesque, puisque en gros on suit deux pauvres types qui sont au chômage, qui n'ont plus rien à faire et qui en fait sont constamment devant la télé et voient qu'une banque est braquée par-ci, une banque est braquée par-là, et se disent nous aussi on va braquer une banque. Donc, mais c'est vraiment les branquignoles qui braquent la banque, c'est-à-dire qu'ils n'y arrivent pas, et ils arrivent un samedi matin 25 décembre ou 24 décembre pour aller braquer une banque à midi moins 10. Bon.
Ils arrivent et en disant c'est un hold-up, et là, y a une des femmes qui est anémone, qui va leur dire « Non mais attendez, vous vous rendez compte qu'il est midi moins 10, si personne note dans cette banque pour donner l'alarme aux policiers, bon, on est là, on est bon pour passer tout le week-end de Noël. Alors, autant appeler le ministère de l'Intérieur tout de suite, comme ça, on gagne au moins 2 jours. » Et là, finalement, le mécanisme se met en place, et en fait, là où ça devient très drôle, c'est que donc ils vont passer presque une journée complète avec ces otages, et en fait, les otages petit à petit vont tous être retournés, et à la fin, ils se disent, mais en fait, si on demandait une rançon au ministère, mais qu'au lieu de la garder pour nous, on partageait tous ensemble. C'est joli. Voilà. Et donc en fait, tous les otages vont devenir des complices qui vont faire semblant d'être des otages, cacher l'argent sur eux pour pas qu'on le retrouve, etc. Jusqu'au directeur de la banque. Là, vous me donnez envie. À la donc, fin, pour 100 balles, t'as plus rien. Pour 100 briques, 100 briques, t'as plus rien. Et à la fin, en fait, ils vont tous acheter une île ensemble pour partir vivre ensemble. C'est assez savoureux et surtout, c'est un scénario qui sort complètement des clichés, puisque en général, on a du sang qui coule, des gentils ou des méchants qui cambriolent, etc. Là, il n'y a pas de gentils, pas de méchants, et tout le monde se met ensemble pour arnaquer l'État, en fait, parce que c'est même pas la banque qui paye, c'est l'État qui verse une rançon avec un flic un peu nul, enfin. Et je vois le rapport avec braquage à l'ancienne. Et donc le rapport avec braquage à l'ancienne, mais là c'est un film français qui est joué par des braves garçons et qui nous offre un scénario qui a l'avantage d'être totalement unique en son genre. Merci beaucoup Maxime, en tout cas vous nous donnez bien envie. Alors, nous avons évoqué Get Out. Alors Get Out, pas pour les enfants, bien entendu. Pas pour les enfants, braquage à l'ancienne, et pour 100 briques, t'as plus rien. Voilà. Et ça, on peut le voir avec soyez des jeunes. attentifs, le DVD est sorti, La Rébellion cachée, un film de Daniel Rabourdin. Et ça, je pense qu'on peut le montrer aux enfants, ça leur fera beaucoup de bien parce qu'ils ne l'apprendront pas à l'école. Non, ils ne l'apprendront pas à l'école. Merci beaucoup Maxime. Merci Anne. À la semaine prochaine, chers amis de TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Bonjour Monsieur Marin-de-Viry. Bonjour. Nous entretenons ce matin d'un très beau livre qui s'appelle « Un roi immédiatement ». J'ai pensé que le temps était tout à fait favorable à cette réflexion. Vous tombiez absolument à pic, d'autant plus que je crois qu'il n'y a pas de mots dont un livre ne nous guérisse. Et je crois que en ces temps de, faut bien le dire, de désarroi, de tristesse et d'inquiétude existentielle sur l'avenir de notre pays, votre livre est absolument parfait, d'autant plus que c'est un livre extrêmement joyeux. C'est un livre gai et rire de la situation est tout de même finalement très, très agréable. C'est votre mode de fonctionnement, de rire des choses tristes? Non, vous avez dit deux choses. Je crois que je ne sais plus si c'est Montesquieu ou Tocqueville qui disait qu'une heure de lecture le consolait de tous les chagrins. Absolument, absolument. C'est une parodie. L'un des deux, je ne sais plus lequel. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a cette idée de consolation, probablement, de mon lecteur, qui devait être dans le projet quand je l'ai conçu. Et puis, il y a la deuxième idée, c'est que la gaieté, en tout cas l'ironie est toujours une manière... La gaieté est royale. Oui, oui, absolument. La gaieté est royale. La République est triste. La République est pas nécessairement triste, mais abstraite, disons, à quelque chose de très... Pas charnel. Oui, voilà, elle n'est pas charnelle. Vous voyez, nous rentrons tout de suite dans le cœur du sujet, parce que ce petit livre, encore une fois très drôle, Marin-de-Viry est professeur et il essaye de dire à ses élèves, aux gens qu'il fréquente, combien ce système monarchique finalement peut avoir beaucoup d'intérêts. Et nous allons vous voir cette liste d'intérêts très jolie. D'abord, un petit rappel biographique. Vos racines, Marin-de-Viry, sont très très lointaines.
1160, ce n'est pas hier, c'est à peu près la cathédrale de Tournai en Belgique et celle de Laon. Vous êtes de cette époque-là. Oui, enfin, ma famille, disons que je suis capable de remonter, et pas que moi d'ailleurs, je suis capable de remonter jusque-là, effectivement. Savoyard. Savoyard. Donc la dernière province finalement à avoir rejoint la France en mars et avril 1860. Oui. Et une terre d'empire et un duché qui est devenu un royaume, celui de Piémont-Sardaigne, puis celui d'Italie. Donc tout de même comment dirais-je, un intérêt pour la France qui a toujours été immense, mais qui a été un royaume aussi extrêmement ambitieux vis-à-vis de la Savoie. Vous savez, la Savoie était obligée d'avoir une diplomatie extrêmement active par rapport à la France. Il y a d'ailleurs une des plus belles phrases, tiens, pendant que j'y suis, des plus belles phrases de la langue française que je connaisse, c'est Saint-Simon sur le duc de Savoie, qui dit « Monseigneur le duc de Savoie ne se trouve à la fin d'une guerre dans le même camp qu'au début, que lorsqu'il a changé de camp un nombre pair de fois. » Voilà. Donc la Savoie est un duché extrêmement ambitieux, et obligé de pratiquer une diplomatie extrêmement habile tout au long de son histoire, avec des hauts et des bas. Et puis la proie des fins, des avidités de la France et de l'Italie. Et beaucoup de gens voulaient, et l'Autriche. Oui, alors de la France surtout, de fait, et oui, absolument, de la France surtout, et de la rivalité autrichienne, oui. Alors, vous êtes un pur produit de Sciences Po, vous auriez pu faire une grande carrière politique et vous refusez cette carrière. Pourquoi? Alors, d'abord, je ne sais pas si j'aurais pu faire une grande carrière politique, mais disons que la question s'est posée, comme tous les gens qui ont fait Sciences Po et singulièrement. Oui, voilà. C'est la filière. La question s'est posée et j'ai observé. Voilà, j'ai observé ce qui se passait. Et à l'époque où je l'ai observé, c'était la campagne de Raymond Barre, dans laquelle je jouais un rôle, mais alors plus que mineur. Oui. Mais néanmoins, j'étais dans une sorte de groupe de jeunes qui créaient essentiellement des papiers, des notes, etc., qui devaient être assez amusantes et qui devaient probablement terminer à la poubelle. Mais néanmoins, j'ai pu observer ça. Et en fait, ce que j'ai observé à l'époque, c'est la tentative de mainmise de la logique des communicants sur la campagne de Raymond Barre, qui était la campagne d'un homme qui, au fond, voyait l'économie à travers les grands équilibres. Voilà. Et ce que j'ai observé à ce moment-là, c'est le ridicule, mais le ridicule extraordinairement efficace en même temps. De l'activité des communicants. Plus c'est gros et plus ça marche. Oui, oui, avec une espèce de vulgarité inscrite à la trame même de la démarche intellectuelle, une espèce de volonté de caricaturer, réduire, négliger tout ce qui ressemble à maquiller, négliger tout ce qui ressemble à de la vérité, si je puis dire, et à de la voilà. Et puis aussi une espèce de grossièreté, comme ça, qui ne m'a pas seulement choqué pour des raisons d'habitude, de politesse, si vous voulez, mais qui m'a choqué parce que ça me semblait être une insulte à la fois aux candidats, au peuple et à eux-mêmes, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'un communicant, c'est un monsieur qui s'insulte lui-même à travers ce qu'il dit. Enfin, un mauvais communicant. Vous proposez une Saint-Barthélemy non sanglante, des fils de pub. Oui. Et vous écrivez « Le mépris des communicants est une nécessité de l'hygiène contemporaine de l'esprit ». Oui. Comme je déteste ce mot de communication, je suis très heureuse de savoir que... Oui, parce que au fond, de quoi se rend-on compte? C'est que la littérature, la philosophie ou les sciences nécessitent un rapport de l'esprit à la matière que l'on étudie, dans laquelle la communication n'a aucune place. Et donc, pourquoi est-ce que tout à coup on inventerait cette espèce de médiation qui, au fond, est faite pour rendre ce qui est complexe simple, de façon artificielle,
pour vendre ce qui ne mérite pas, ce qui n'a pas de valeur, etc. C'est ça la communication. Vous avez lâché le mot « vendre ». Vous écrivez aussi « Le système républicain, c'est vendre des idées et acheter des voix ». Donc le mot « communication » est un mot pour le marketing commercial. Oui. Oui. Oui, dans si le commerce voulez, des idées, normalement, il ne doit pas y avoir de communication. Le seul communicant, c'est le professeur. C'est celui qui transmet. Oui. Disons que, enfin, on a bien vu, par exemple, c'est très intéressant d'analyser le Front National de ce point de vue-là, parce qu'on a bien vu, par exemple, que, d'une certaine façon, le Front National a été tué par la communication, ou en tout cas a changé de nature par la communication. Oui. Il avait une possibilité de se moderniser en devenant un parti souverainiste, souverainiste et conservateur, qui aurait eu une clientèle respectable. Bon. Et puis, il ne l'a pas fait à cause, je pense, de la manière dont il s'est lui-même mis en scène et dont il a accepté de se mettre en scène, ce qui a permis de, comme on dit, le diaboliser. Alors certes, cette diabolisation était un peu en bout de souffle, mais enfin, on sent bien que c'est d'une certaine façon de la faute des communicants si ce parti, qui aurait pu muter vers un souverainisme conservateur, encore une fois, à peu près convenable, est devenu cette espèce de monstre dans lequel enfin de représentation, enfin de monstres potentiellement diabolisables, si je puis dire, dans lequel, au fond, grouillent un certain nombre de gens incompétents. C'est ça maintenant l'image qu'il a. Et c'est cette image qui a été construite par les communicants. Absolument, absolument. Ils ont voulu faire comme les autres, ils ont voulu communiquer comme les autres, en réalité. Oui. Mais on va en reparler. Vous faites un constat qui est très, très intéressant. Vous dites « La droite sans Dieu et la gauche sans idéal ont vécu ». Oui. La droite sans Dieu et la gauche sans idéal, ça a été quand même les deux, comment dirais-je, les deux propositions. Depuis 40 ans. Absolument. La droite sans Dieu, c'est au fond la droite qui a tombé le masque de la respectabilité catholique, de l'observance, des rites, du devoir catholique, des rites, de l'observance. C'est au fond les cathos sociologiques, comme disait Monseigneur Lustiger, qui ont cessé d'être cathos. Bon. Et la gauche sans idéal, c'est tout simplement la gauche qui a épousé le libéralisme. Donc le tournant est vieux, le tournant date de 83, et qui s'est contenté de gérer, le système européen de libre-échange avec une petite fibre redistributrice qui d'ailleurs est devenue grosse, de plus en plus grosse, et de plus en plus irresponsable aussi, parce que nous avons le taux de... Un régime politique ne peut s'exercer durablement et honorablement sans référence au ciel? Enfin, je crois simplement que une communauté, enfin, si on veut faire communauté, pour faire bien communauté, il faut que celui qui fait, ou le mécanisme qui fait communauté, reflète ce que nous sommes totalement, c'est-à-dire des personnes, des membres de la nation qui correspondent à un temps, à un moment de l'histoire de cette communauté, et donc que nous allons disparaître. Et la question de cette disparition et de la transformation de cette disparition en espoir ou en rien est une question essentielle, qui n'est pas résolue par la République, puisque la République est laïque, donc elle ne se prononce pas sur l'au-delà, si je peux dire. Et le roi, lui, se prononce sur l'au-delà, puisque le roi est chrétien, et que, en tant que chef de la communauté, chef symbolique de la communauté, je ne renie rien de la République, hein, je suis très, très démocrate, d'une certaine façon, mais en tant que chef symbolique de la communauté, lui, il ouvre la perspective, comment dirais-je, selon laquelle, enfin la perspective dans laquelle la communauté a construit quelque chose dans l'invisible. Voilà.
Et je pense que cette idée que la communauté construise quelque chose dans l'invisible et que chaque génération est en quelque sorte redevable de la pierre qu'elle apporte à l'invisible. Alors les catholiques vous diraient de la pierre qu'elle apporte à la Jérusalem céleste, puisque c'est son édification c'est son édification apocalyptique, si je peux dire, qui est l'horizon eschatologique, pour parler alors savamment des chrétiens. Donc je pense que cette dimension de construction dans l'invisible est une dimension qui manque. Et dont on voit bien qu'elle est profondément atteinte dans le sacre, par exemple. Pas dans le couronnement. Le couronnement, c'est une chose, mais dans le sacre. Voilà. Et à ce moment-là, le roi devient ce que j'appelle le portier de l'invisible, c'est-à-dire cette espèce de charnière entre le visible et l'invisible, dans lequel chacun peut reconnaître, à la fois personnellement, chacun peut reconnaître personnellement, et la collectivité peut se reconnaître la collectivité comme étant une génération et l'individu comme étant un homme qui va mourir. Oui, il y a une idée d'éternité qui est très importante et du fil qui dure. Alors on peut vivre sans, la preuve. On peut vivre sans, mais simplement... Mais on vit mal. Disons qu'on vit avec moins d'humour, en fait. On vit avec moins de hauteur de vue. On vit avec moins d'ironie. On vit avec moins d'idées qu'il faut aller chercher les principes dans le ciel, quoi, hein. Au fond, c'est les racines du ciel, c'est le titre de Gary. Le monarchie, c'est les racines du ciel. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce régime, pas seulement pour l'avoir étudié de l'extérieur, mais aussi pour l'avoir, si je peux dire, incorporé dans mon éducation. Oui, tous vos raisonnements sont extrêmement charnels. Cette monarchie est une monarchie incarnée. C'est pas du tout des idées, c'est vraiment... et c'est aussi une occasion de dépassement. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Est-ce que c'est le service du roi qui fait qu'on se dépasse ? Non, je pense que la monarchie s'est construite au temps de la féodalité. Oui, là, s'est construite au temps de la féodalité, donc avec un idéal chevaleresque qui l'accompagnait, qui s'est mise en dialogue, si je peux dire, avec le message évangélique. Et donc, il y a eu une forme de fusion entre la force militaire, qui était celle du chevalier, et puis le message évangélique. Et en gros, le roi, c'est quoi ? C'est le chevalier supérieur, si je peux dire, qui n'utilise la force que pour la justice. Voilà. Et donc, à ce titre-là, il est effectivement émancipateur, à la fois émancipateur. Pourquoi ? Parce qu'il transcende la violence. Donc, une monarchie, c'est quand même... la monarchie est le prolongement du catholicisme de ce point de vue-là. Le catholicisme, c'est la transcendance de la violence. La monarchie, c'est aussi la transcendance de la violence, mais dans le monde, c'est-à-dire en utilisant la force au profit de la justice. Donc ça, c'est extrêmement important. Et tout à fait fondamental, je veux dire, du point de vue pour cimenter la société, parce que c'est cette idée que la force ne sera utilisée que pour cette fin, et non pas pour une fin qui serait différente. Alors aussi pour cette fin et pour évidemment les intérêts de l'État par rapport à l'extérieur, par rapport à des agressions extérieures. Mais disons que même par rapport à des agressions extérieures, cette idée de justice peut être introduite. Parce que vous avez sur la guerre un propos très original qui m'a fait comprendre beaucoup de choses sur le rapport de nos contemporains aux guerres, aux deux grandes guerres mondiales, à propos de Roncevaux et de la chanson de Roland et de Charlemagne. Vous dites, la monarchie est le gardien du sens céleste de la bataille. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez développer? C'est une idée... Mais écoutez, quand on lit attentivement la chanson de Roland, ce qui, moi, me paraît très clair, c'est que la violence épouvantable qui s'y déploie. Les scènes de bataille sont des scènes où les têtes volent. Effroyables, Sous tous les temps, sous tous les régimes. Oui, absolument, sous tous les temps, sous tous les régimes. Mais enfin, justement, ce que fait la chanson de Roland, c'est de mettre la bataille dans une perspective future d'ordre. Et donc, de dire que la bataille, même si elle est atroce au moment où elle se joue, va rentrer, que l'empereur va la faire rentrer dans un monde dans lequel la gloire ne sera pas
le champ de bataille, Oui. mais la gloire sera ce qui suivra le champ Oui, de oui. bataille, Oui, c'est-à-dire l'ordre qu'il va installer, qui est un ordre, qui est l'ordre de Charlemagne, qui est en réalité l'ordre des Bourbons, puisque comme vous le savez, la chanson de Roland a été écrite pour justifier la monarchie naissante des Bourbons. Voilà. Oui, oui. Voilà. Oui, mais derrière cette justification, il y a une explication de l'histoire et donc une acceptation de ces morts. Et c'est vrai que les morts de la guerre de 14 et les morts de la dernière guerre sont plutôt, je trouve, très bien seuls devant ce qui s'est passé après. On a dit la guerre de 14 c'est la dernière. Non, il y a eu l'autre 20 ans après. 20 ans, la deuxième guerre, on a dit c'est la dernière. Et ça continue, les bombardements continuent. Je veux dire, il y a une espèce de... Voilà, il n'y a pas eu de guerre suivie d'un ordre. Ou alors, si, il y a eu un ordre, mais c'est l'ordre démocrate. Mais cet ordre démocrate a continué à envoyer des bombes. Donc, disons que le combat lui-même est une sorte de fatalité, de damnation d'une certaine façon, enfin de signe de notre... C'est une constante dans la vie humaine oui, aussi. Oui, de signe de notre... jouer les anges, oui. Et il est regrettable. Il est regrettable parce qu'il crée des souffrances épouvantables, etc. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des régimes qui l'exaltent et des régimes qui la transcendent. Oui. Si vous prenez par exemple Ernst Junger, oui. Il est sur la ligne de crête, c'est-à-dire il est parfois en train d'exalter le combat. Absolument, oui. Et parfois en train de le transcender, de lui donner un sens d'ailleurs plutôt historique que chrétien. Oui, oui, bon. Bien sûr. La chanson de Roland, c'est le premier grand texte, enfin il y en a eu avant, des grands textes sur les batailles, il y a eu la prise d'Orange, etc. Mais la chanson de Roland, c'est le premier grand texte qui décide que la bataille sera transcendée. C'est-à-dire que la bataille aura un sens au-delà de la bataille. Et qu'il ne s'agit pas seulement comment dirais-je, d'exalter les qualités viriles de Roland ou d'Olivier, et les qualités au combat. Il s'agit de mettre ces qualités au combat dans la perspective d'un ordre, comme dirait Ségolène Royal, d'un ordre juste. Voilà. Puis il y a aussi l'idée de gagner l'immortalité. Ça, c'est l'idée de Dominique Vénère, le héros de la guerre de Troie. Il est mort jeune, il a gagné l'immortalité. Alors, après avoir relié la terre au ciel, le roi est aussi un facteur d'amour. Vous expliquez fort bien que, et vous vous appuyez sur Stendhal, qui avait annoncé la haine impuissante qui deviendra la passion dominante du siècle à venir. Avant Huxley et son invention du quart d'heure de la haine, Stendhal avait déjà vu que nos systèmes contemporains sont des systèmes qui génèrent de la haine. Alors, là, c'est la grande affaire du mimétisme. C'est le 19e siècle, Stendhal le voit avant beaucoup, avant tout le monde, peut-être pas. Il voit quoi? Il voit la compétition. C'est-à-dire, il voit que l'argent permet de fluidifier toutes les situations, il voit la dissolution de l'ordre de l'Ancien Régime. Oui. D'une certaine façon, il y adhère à travers son jacobinisme, et son jacobinisme est un jacobinisme d'ordre, c'est un jacobinisme napoléonien, c'est un jacobinisme impérial, et ce qu'il redoute par-dessus tout, c'est, à côté de ce jacobinisme d'ordre et de gloire militaire, c'est que se crée cette espèce de mimétisme, de compétition mimétique arbitrée par l'argent. Ou plus exactement au moyen de l'argent, non pas arbitrée, au moyen de l'argent. Donc c'est assez simple, c'est dans un monde d'ordre, on souffre en silence de la distinction des États. Et dans un monde ouvert, on souffre non plus de la distinction des États, mais de ne pas être à la place de celui qu'on voudrait remplacer. C'est ça, oui. Donc c'est la différence entre la haine mimétique et puis
la haine de classe, d'une certaine façon. Oui. Enfin, c'est tout de même assez difficile à vivre, assez... Parce que la haine mimétique, elle est généralisée, elle est inscrite dans l'idée même de la modernité libérale. C'est-à-dire, la modernité libérale, ça consiste à dire nous avons des opportunités, alors des capacités, dirait Rawls, et ce qu'il faut pour que les gens deviennent épanouis et heureux, c'est de profiter des opportunités et de jouir de ses capacités. Très bien. Et pour ça, la fluidité sociale doit être la plus grande possible. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça formidable. Emmanuel Macron, par exemple. Et voilà. Et les grands facteurs de stabilisation sont considérés comme l'ennemi, en fait, de ce monde-là. Oui. Il faut changer, bouger. Oui, et De Gaulle avait, vous savez, cette expression célèbre, la sourde angoisse des déracinés et l'antique sérénité d'un peuple de paysans. Là, c'est le contraire. C'est la sourde angoisse du paysan et au contraire, la sérénité la sérénité des gens qui sont déracinés. Des nomades. Voilà. Des nomades. Oui. Mais le monde, d'ailleurs, le monde actuel se divise en deux catégories. C'est un sociologue anglais, je crois, qui a dit entre ceux qui sont de nulle part et ceux qui sont de quelque part. Oui. Et pour l'instant, c'est ceux qui sont de nulle part qui semblent gagner haut la main et pousser ceux qui sont de quelque part à faire leur valise et à déménager. Ce qui est un petit peu fatigant. Vous n'idéalisez pas la monarchie, vous écrivez très joliment 30 millions de Français ne pouvaient pas éternellement faire le bonheur de 200 000 nobles. Ça devait péter. Oui, ça c'est Stendhal qui dit ça. Oui. À l'époque de Louis XVI, nous étions 30 millions et il y avait 200 000 nobles en France. Et donc, il était impossible que ça reste de la même manière qu'il est d'une certaine façon. Enfin, il est impossible qu'une classe aussi étroite soit servie par la totalité de la nation. Bien sûr. Alors, pour en finir avec Stendhal, mais on n'en a jamais fini avec Stendhal, vous l'aimez aussi quand il écrit « Avant d'aimer, j'étais petit, car j'étais tenté de me croire grand ». C'est une très jolie phrase qui explique que l'amour que l'on porte à son suzerain vous fait grandir. Oui, dans Victor Hugo, vous savez, il y a le fameux vers de terre amoureux d'une étoile. Oui. Le sentiment de l'amour croît en proportion Enfin, le sentiment de l'amour crée le sentiment de la proportion. Le sentiment de l'amour crée le sentiment de l'immensité de l'écart entre le sentiment lui-même et la dignité qu'on a de porter ce sentiment. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, le sentiment de l'amour bien compris, si je peux dire, rend humble et se suffit à lui-même au sens où il ne donne qu'une idée, c'est de servir le sentiment qu'on a eu. Et on trouve que ça suffit à combler une vie, quoi, tout simplement. Voilà. Absolument. Il y a aussi l'une des qualités de cette monarchie, c'est de favoriser l'individualité, le dépassement de soi-même, alors que de notre temps, c'est une expression d'Alain de Benoît, c'est l'idéologie du même qui règne. Que ce soit dans l'habillement, dans le comportement, dans l'ameublement, dans les passe-temps. Oui. L'idéologie du même, enfin, moi ce qui me frappe, c'est le désir que l'autre soit le même que soi et le désir que je sois le même que l'autre. Oui. Et alors à ce moment-là, on se retrouve sur des espèces de mots-valises, de valeurs communes, universelles, etc., qui sont sympathiques, mais qui n'ont pas mais au fond qui n'ont pas beaucoup de fond et qui ne correspondent pas aux valeurs qui sont construites par quelqu'un qui a une véritable personnalité et qui cherche à se construire une véritable personnalité. Ce qui m'intéresse dans la monarchie, en fait, c'est que comme l'idée de l'honneur, c'est-à-dire tout simplement l'idée de la construction d'un certain nombre de principes dans la tête de chacun qui dépassent l'intérêt de chacun, comme l'idée de l'honneur est une idée qui est centrale dans la monarchie. Cette idée d'honneur, elle peut être adaptée à n'importe quelle personne et à n'importe quel temps de l'histoire.
Et c'est une idée qui, alors, elle, du coup, est contraire dans son principe, dans ce qu'elle cherche à faire sur l'être, à l'idée du même. Au fond, mon honneur, c'est quoi? Il y a l'honneur des bandits corses, vous voyez, il y a l'honneur de la mafia. Il y a l'honneur de la mafia. Mon honneur, c'est quoi? Et on peut délibérer entre différents honneurs sur est-ce que ton honneur est le bon, est-ce qu'il n'est pas le bon, mais en tant que personne, j'ai ce petit nombre de principes qui dépassent mon intérêt propre. C'est-à-dire j'ai de la noblesse, en fait. Ce que disait Stendhal aussi dans un merveilleux livre qui s'appelle « D'un nouveau complot contre les industriels », c'est que la différence entre Lord Byron et un industriel du calicot, alors il prenait toujours des exemples un peu ironiques. Industriel du calicot, ouais, on voit le mépris de... C'est que l'industriel du calicot aura eu une utilité sociale, bien notée par Saint-Simon, qui est qu'il aura fait des emplois et fait vivre beaucoup de gens. Accru la prospérité générale. Mais Lord Byron, il aura fait quelque chose qui est d'avoir mis ses principes au-dessus de son intérêt personnel en allant se faire casser la tête pour libérer les Grecs. Bon. Et donc, c'est ça la différence. La noblesse, c'est précisément ne pas agir en fonction de ses intérêts personnels. Et donc, ne pas agir forcément en raison de son désir profond. C'est d'installer, au fond, une contradiction entre ses désirs profonds et ses désirs les plus élevés. C'est d'installer une dialectique entre sa profondeur et sa hauteur, si je peux dire. Mais l'idéal serait que l'industriel du calicot, comme l'appelle Stendhal, agisse aussi pour le bien commun. Et ce qui était, rien ne l'empêche. Ce qui était le cas d'un certain catholicisme social au début du siècle dans le Nord. Absolument. On s'est beaucoup moqué de ces industriels qui créaient sur leur site, comme Félix Petain, qui créaient sur leur site des maisons de retraite pour les vieux ouvriers, des maternités pour les femmes, des écoles pour les enfants. On s'en est moqué parce qu'ils ont été balayés par la dialectique marxiste. Oui, qu'il fallait Marx, qui semblait donner qui donnait une grille de lecture à leur comportement, qui ridiculisait leur comportement. Absolument. Lesquels comportements n'étaient pas ridicules. Non. Du tout. Non, c'était ça qu'il fallait. Oui. Mais, en effet... mais on ne peut pas dire non plus qu'il y a le même sublime entre ça et celui qui consiste à abandonner sa fortune. Il n'y a pas le même sublime, mais tout le monde... Nous sommes tous appelés à la sainteté, mais nous ne sommes pas tous capables d'être saints et saintes. L'industriel qui fait travailler tout son monde, pour moi, c'est l'équivalent de l'abbaye qui fait travailler puisque c'est les abbayes qui ont inventé les premières activités humaines, qui ont inventé le capitalisme, en Italie, qui ont fait travailler, qui ont tellement bien travaillé qu'ils ont pu enrichir tous les villageois qui étaient autour. Et bon, le bon industriel, c'est pas celui qui nourrit ses actionnaire et qui tape sur la table en disant « je veux 10% de plus chaque année de progression ». 10% pour aller rêver où à ce que son usine soit délocalisée. Oui, bien sûr. Il faut que le modèle soit là. Il faut que le modèle soit là. Il faut que le modèle C'est important qu'il y ait pour la République, c'est très important qu'il y ait des modèles de grands citoyens. Et je note que le modèle du grand citoyen aujourd'hui n'existe plus beaucoup. C'est-à-dire qui sont ceux qui seraient éligibles à être des grands citoyens républicains, je ne sais pas. Et de la même manière, il est important qu'il y ait un modèle sublime dans la monarchie, parce que ça tire tout le monde vers le haut, tout simplement. Tout simplement, ça tire tout le monde vers le haut. Bien sûr. Vous avez des mots très durs sur les résistants gaullistes qui ont tourné en promoteurs immobiliers. Alors, je n'ai pas dit les résistants gaullistes qui ont terminé en promoteurs immobiliers, j'ai dit que c'est l'UMP, à l'époque l'UMP, devenu les Républicains. Il y avait souvent des épisodes immobiliers à Levallois dans le cursus. Voilà, j'ai bien aimé cette descente et cette décadence. Alors, autre conséquence de cette absence de volonté de dépassement de soi, c'est cette volonté de se servir et non pas de servir.
c'est le narcissisme, que vous appelez de façon très drôle le priapisme du nombril. Et ça me paraît le flagrant dans notre époque. C'est vrai qu'il y a une tension permanente. Bon, le narcissisme est bon. Ce que je veux dire par là, c'est que être content de soi et être heureux avec soi n'est pas un problème. Ah, on ne fait rien si on n'est pas content voilà. avec soi-même. Oui. Bon, donc jusque-là, tout va bien. Ce qui va mal, c'est lorsque c'est l'unique objet de la vie psychique. De la vie psychique, oui. Voilà. Donc, ça se substitue à la curiosité et que c'est la source de tout notre bonheur et de tout notre malheur. C'est-à-dire que, suivant que je suis considéré comme beau ou belle, suivant que je suis considéré comme réussissant ou pas réussissant, suivant que je suis considéré... Bref, de vivre toujours dans l'angoisse que le regard de l'autre ne vous renvoie pas sa propre beauté et sa propre performance esthétique. Donc ça, c'est ça le drame, je trouve, de beaucoup de vies, en fait. Bon, c'est un drame qui est construit par la publicité, c'est un drame... Oui, vous le valez bien. Oui, vous le valez bien, oui. C'est un drame qui est construit par la publicité, c'est un drame qui est construit par une sorte de perversion du droit au bonheur, et voilà. Et c'est... Bon, priapisme du nombril, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a au fond une tension permanente et d'une certaine façon accidentelle dans l'histoire psychique de l'humanité entre une tension permanente de ce désir de vivre dans l'effusion narcissique. C'est-à-dire, et l'effusion narcissique, c'est ce qu'on ressent quand on a un like sur son Facebook qui répond au fait que vous étiez sur une plage, je ne sais pas où... Aux Seychelles, toujours aux Seychelles, voilà, aux Seychelles. Sinon, c'est pas bien. Voilà, avec tous les marqueurs de celui qui réussit, et qui est beau, etc. Et donc, cette espèce de recherche permanente de l'effusion narcissique, ben, ça perd des vies, en fait, parce que ça les détourne de la curiosité. Et puis, je pense que ça finit par attaquer les puissances de la sympathie. Et puis ça a des conséquences gigantesques. Une des autres causes, je pense, c'est les problèmes de l'éducation. L'enfant roi, oui. L'enfant roi devient un narcisse et dont certains vont devenir pervers. Oui, oui. Parce qu'il y a une dérive du narcissisme, c'est la perversion. Ben, l'enfant roi, c'est tout simplement un enfant qui est laissé face à ses désirs illimités. Voilà. Donc à qui la pédagogie que ses parents exercent vis-à-vis de lui, enfin, cette pédagogie ne prend pas en compte cette nécessité de montrer que les désirs doivent être limités, sont limités, sont maîtrisés, limités, voilà. Et qu'il y a un roi, et qu'il y a un ordre. Oui. Il n'est pas le roi, il doit obéir. C'est celui qui a les désirs les plus vastes qui est valorisé. Or, ça ne devrait pas être ça. C'est celui qui transforme son désir illimité en projet qui devrait être valorisé. Et c'est ça qu'on devrait valoriser chez l'enfant, c'est la transformation de ses désirs illimités en projet. Et donc ça, c'est la bonne éducation. Et la mauvaise, ça consiste à dire, puisque tu as des désirs illimités, tu es le roi. Voilà. Donc oui, effectivement, ça c'est l'erreur. Et alors, l'absence d'éducation catholique est responsable là aussi. J'ai été dernièrement à une réunion religieuse en l'honneur de la communion la première communion d'une petite fille. Sur les lieux de fête, il y avait des panneaux gigantesques, aussi grands que ce panneau, oui. Avec le visage de la petite fille, le portrait en pied de la petite fille. Et à la fin de la réunion, elle a distribué des photos de sa petite personne. Quand on fait une cérémonie religieuse, on donne une image religieuse et derrière on écrit « En souvenir de ma première communion, le temps du temps ». Là, elle donnait sa photo. La pauvre, c'était pas elle, c'était sa mère, puisqu'elle était toute petite. Mais on atteint là, il n'y a plus de lien avec le ciel. Non, je pense que ça, c'est lié à l'argent, fondamentalement. C'est-à-dire, c'est lié au fait que... qu'au fond, les désirs peuvent, d'une certaine façon, symboliquement rester illimités parce que l'argent procure des possibilités infinies.
Et donc, il n'y a pas cette humilité, ce frein qui est lié au fait que les moyens sont limités et que les moyens étant limités, enfin que tout est limité, que les moyens sont limités, que les personnes sont limitées, que le temps est limité, que voilà. Et donc, il y a une sorte de métaphore de l'infinité possible de la réussite de soi. Et donc, voilà, et dans ces phénomènes-là, c'est-à-dire dans le phénomène de mise en avant constante de sa personne, au fond, pourquoi on met en avant constamment sa personne? C'est parce qu'on imagine que cette personne peut tout avoir, peut tout être, et peut tout s'acheter. Et pourquoi c'est possible? Parce qu'on peut tout s'acheter. Oui, il y a quand même une espèce de matérialisme épais de notre temps qui n'était pas aussi répandu. Et alors, le problème, le pire, c'est qu'il n'est plus épais. Il était épais du temps où la bourgeoisie avait de l'argent et le prolétariat n'en avait pas. Oui. Il est devenu fluide. C'est-à-dire c'est un matérialisme fluide qui est d'autant plus redoutable qu'il est fluide. C'est-à-dire qu'au fond, on peut commencer SDF et terminer très très riche, et on peut commencer très très riche et terminer SDF. Et du coup, le matérialisme est dur, mais il est fluide. Dur et fluide. Il est partout, il est fluide, c'est-à-dire qu'il va partout, ce matérialisme-là. Alors que sous Balzac, le matérialisme avait encore des lieux, et le matérialisme avait des lieux dans l'esprit, si je peux dire. Ces lieux dans l'esprit que décrivait Balzac, c'était la transformation, au fond, des principes sublimes en hypocrisie matérialiste dans l'esprit, par exemple, d'une aristocrate de 1830. Oui, c'est-à-dire que l'éducation, et encore une fois, la prégnance catholique durait encore. Oui. Elle imprégnait chacun, puisque c'était les religieux qui étaient en charge de l'éducation depuis le début du siècle, depuis l'expulsion des congrégations. On a confié l'éducation à des gens pour lesquels l'étape de la loi et les quelques devoirs que l'on a sur Terre sont paroles foutraques. Donc, oui, enfin, c'était pas le cas des hussards de la République. Hein. Je rappelle non, mais les hussards de la République, par qui ont été élevés les hussards de la République? Ils ont encore été élevés par un système catholique. Alors que maintenant, nous sommes des générations qui n'ont plus été élevées. Je pense que vous avez été élevé dans un établissement catholique, moi aussi. Donc on n'est pas concerné. Mais je vois les conséquences, et ça je crois que nos contemporains n'ont pas encore saisi, les conséquences de l'absence d'une éducation avec un devoir moral. L'étape de la loi, encore une fois, vont être gigantesques. Parce que le tu ne tueras pas n'est plus un impératif, tu ne voleras pas n'est plus un... Et au contraire, c'est tu voleras, tu tueras et tu seras un type bien. Oui, mais ce qu'il faut retrouver, c'est cette espèce de cousinage sympathique qui a eu lieu sous la Troisième République et qui pourrait avoir lieu sous une monarchie. Hein, c'est la même chose. Mais, ce cousinage sympathique entre l'école laïque et l'école catholique. Oui, mais on n'en est plus là. Vous savez que tout est fait pour l'éradiquer. Bien sûr. Et pour mettre des bâtons dans les roues, envoyer des inspecteurs dans les écoles catholiques parce qu'elles n'auraient pas l'escalier de sortie, le truc pour les paralyser, qu'il y aurait un yaourt qui aurait déplacé d'un jour sa date, et tutti quanti. Non, nous sommes d'accord que c'est un massacre. Nous sommes d'accord que c'est un massacre. Et c'est pas M. Macron qui va changer les choses. Laissons-lui quelques jours. Alors, non, je ne lui laisse aucun jour parce que je sais d'avance, malheureusement. Alors, je voudrais lire quelques lignes parce que vous êtes, pour que les auditeurs et téléspectateurs aient une idée de votre plume. Je veux un roi parce que c'est le portier du royaume, parce qu'il incarne ce que je trouve beau et grand chez l'homme et que l'ordre qu'il met dans la société, simplement en étant là, me paraît harmonieux, glorieux, lumineux, et non pas parce qu'on m'aurait prouvé qu'il serait à la tête d'un régime supérieur à la République.
M'expliquerait-on, à l'aide d'un raisonnement imparable, que la monarchie est une erreur et la République une vérité? Je préférerais vivre dans cette erreur. Mon esprit philosophique s'arrête là où est mon cœur. De la même manière qu'une fille charmante m'intéresse beaucoup plus qu'un raisonnement et me le fait abandonner dès qu'elle apparaît. La monarchie m'intéresse beaucoup plus que la philosophie politique. Et ces dernières lignes, les puissances ne me plaisent pas. La monarchie m'offre tout ce dont j'ai besoin pour les abaisser. Un honneur dans lequel je vois le courage, le don, la politesse, le respect de la parole donnée et reçue, la fidélité. La monarchie est le désir que l'homme tienne la promesse de sa grandeur dans une société qui est faite pour l'y encourager. Cela me suffit. C'est déjà un très beau programme. Oui, c'est vraiment l'idée que la monarchie touche une fibre sensible, tandis que la République touche plutôt une fibre philosophique. Et c'est pour ça que je n'ai absolument aucune hostilité envers la République. J'ai fait Sciences Po, on m'a expliqué tout ça. On m'a expliqué tout ça, la Ve République. Vous êtes plein de nuances. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la supériorité de la monarchie dans mon esprit, elle vient réellement d'une sensibilité, d'une esthétique et d'une morale personnelle. C'est ça pour moi la monarchie. La monarchie, c'est vraiment l'accès. C'est vraiment l'accès. Enfin, c'est une certaine idée de l'homme. Vous savez, il y a un très beau texte de Gary sur De Gaulle qui s'appelait l'Ode à l'homme qui fut la France, qu'il a écrit le jour même de la mort de Gaulle. Et à la fin, il a une phrase que je ne saurais pas citer par cœur, mais dans laquelle il dit c'est tout simplement une certaine idée de la grandeur de l'homme. Bon. La monarchie, c'est ça, c'est une certaine idée de la grandeur de l'homme. Bon. C'est une affaire sensible, c'est-à-dire on sent que l'homme est grand ou on sent que l'homme n'est pas grand. Bon. Et la monarchie, c'est ça, c'est l'idée que les hommes peuvent être grands, que ce qu'on aime chez les hommes, c'est leur courage, c'est, enfin les hommes et les femmes naturellement, c'est leur courage, c'est leur intelligence, mais c'est les puissances de la sympathie, c'est les puissances de la sympathie poussées dans leur vie. Voilà, c'est quelqu'un qui se laisse prendre par les puissances de la sympathie et qui laisse ces puissances de la sympathie organiser, orienter, commander son existence. Ça. Mais quel dommage que De Gaulle, qui avait tant de relations avec le comte de Paris et qui était lui-même très monarchiste, n'ait pas favorisé ce retour à la monarchie et au contraire décidé ce suffrage universel qui fait que tout un chacun vote en fonction de la couleur de la cravate et la couleur des yeux du candidat sans aucune autre préoccupation. Vous parlez très joliment du magnifique, du sortilège du manteau royal. Oui, parce que depuis qu'il n'y a plus de roi, il y a un président de la République et dans l'imaginaire collectif, mais pas seulement. Oui, enfin, il y a un désir. Dans les nécessités, je crois, de l'homme. Voilà, dans les nécessités presque anthropologiques, d'une certaine façon, de l'organisation du pouvoir, on voudrait que ce président de la République soit un roi. Bon. Or, il n'est pas un roi. Et donc, d'une certaine façon, tant Nicolas Sarkozy que François Hollande ont véritablement cherché à dépouiller la fonction de président de la République des dernières dimensions royales qu'elle pouvait encore contenir. Et ça crée un costume. Il y a un costume flottant. Voilà, ils flottent dans le costume. Et ils flotteront jusqu'à la fin des temps, parce que le roi ne peut être que le roi, et le roi ne peut être roi que s'il est sacré. Et ça veut dire que s'il a un rapport avec l'invisible, et donc du coup, comme il n'en a pas, puisque c'est une république laïque. Et vous disiez très justement que ce manteau royal, justement, cachait ces imperfections de l'homme, puisque l'homme n'est que, si haut qu'il soit placé, il n'est que ce que nous sommes. Mais donc ce manteau royal magnifiait. Alors, dernière question, Marin de Viry, pour ce très beau livre, Un roi immédiatement, chez Pierre-Guillaume de Roux. Quel avenir? Vous choisissez une dynastie, vous attendez une nouvelle dynastie?
Vous attendez Jeanne d'Arc? Il y a trois hypothèses traditionnelles. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas beaucoup, en fait. Non. Il y a je sais, mais elle intéresse sûrement nos auditeurs. En tout cas, moi, elle m'intéresse. Oui, non, mais qui ne m'intéresse pas, je dirais, en tant qu'auteur, parce que tout simplement, je ne connais pas assez le dossier, si je peux dire, pour avoir une proposition. Bon, il y a la branche dite espagnole, voilà, il y a les Orléans, et puis il y a la branche impériale. Enfin, il y a les descendants de Napoléon, qui sont aussi des prétendants, d'une certaine façon. Oui. Vous excluez la nouvelle dynastie? Non, il y a la quatrième hypothèse, qui est la nouvelle dynastie. Oui. Bon. D'abord, moi, je serais plutôt... Enfin, les Orléans me paraissent avoir un problème avec l'histoire de France, qui est évidemment Philippe Égalité, mais qui est également Louis-Philippe, roi des Français, et puis qui est également cette espèce de compromission avec l'Action française. Tout ça crée une filiation, et quand même une filiation pour une famille royale, c'est un point important. Le point central. Voilà. Après, il y a le prince, il y a Anjou, voilà. Lui, il est évidemment plus... Enfin, les légitimistes, donc, qui le soutiennent, sont évidemment plus... Mais en même temps, si vous voulez, il faudrait quand même que ces gens-là connaissent un peu la société française, et qu'ils s'y plongent, et qu'ils l'aiment. Parce qu'ils auraient, là aussi, fait fonctionner les puissances de leur sympathie. Je ne sais pas si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, je n'ai pas de jugement. Non. Mais disons qu'instinctivement, j'irais plutôt de ce côté-là, pour les raisons de... Et puis, Napoléon, je n'y crois pas, parce que Napoléon, enfin, cette branche-là, c'est un épisode de l'histoire de France qui, d'une certaine façon... C'est un épisode assez révolutionnaire. Bref, révolutionnaire, et d'une certaine façon à côté de notre vocation, quoi, qui n'est pas de... Et la nouvelle dynastie? Et la nouvelle dynastie, ça, c'est une hypothèse providentielle. Voilà. Donc, c'est le ciel qui c'est une hypothèse décidera. Providentielle dans laquelle... il n'y a rien d'autre à dire. Qu'à prier. Il n'y a rien d'autre. Enfin, il n'y a rien à dire. Il y a à observer, à être curieux, etc. Mais c'est une hypothèse tout à fait ouverte, oui. Mais voilà, c'est une hypothèse ouverte. Merci beaucoup, Marin de Viry. Chers amis, je vous conseille vraiment de lire ce petit livre. Il a très peu de pages, mais vous serez désolés de le quitter. Il a 130 pages, et c'est beaucoup trop court, parce qu'on aimerait passer des mois avec vous. Il fait éminemment réfléchir, il est très drôle et très enlevé. Donc pour tout cela, merci beaucoup, Marin de Viry. Merci beaucoup. Il y a très vite pour un autre livre. Vous êtes en train de le rédiger? Oui, j'ai un projet sur la pauvreté et un autre projet de roman. Voilà. Bien. Et dans le projet sur la pauvreté, vous évoquerez ces gens qui sont très riches et qui s'achètent des jeans troués pour singer les pauvres. Je ne pensais pas, mais oui, c'est une bonne idée. C'est une plaisanterie, mais je ne supporte pas les gens qui jouent les charlots, les pauvres dans la rue. Merci beaucoup, Marin de Viry. Merci. À très vite, chers amis de TV Liberté.